Bonjour, bienvenue à cet atelier « Comment la COVID-19 a transformé » et je vous dirais même va transformer nos communautés économiques dans les prochaines années. Je suis Alec Castonguay, je serai votre animateur pour les 40 prochaines minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Je suis également analyste politique à la radio et à la télé de Radio-Canada depuis plusieurs années et je suis depuis le mois de mars dernier l'auteur d'un livre, Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Et si je vous en parle, c'est parce que pour les élus municipaux, mais aussi les conseillers politiques, il y a beaucoup d'instructions, je pense, de choses intéressantes en ce qui concerne la gestion de crise dans ce livre-là, si jamais ça vous intéresse de comprendre comment la gestion gouvernementale en coulisses de la première vague de la pandémie a été vécue à Québec. Je vous conseille ce livre. J'ai avec moi trois panélistes de grande qualité pour passer les prochaines minutes. Je vous les présente à l'instant. J'ai avec moi à ma gauche Hélène Doyon, urbaniste et présidente de Hélène Doyon Urbaniste Conseil. Hélène œuvre depuis 21 ans auprès des municipalités, des MRC et des entreprises privées. Avec ses clients, elle développe des solutions réglementaires novatrices et des stratégies répondant aux défis municipaux d'aujourd'hui. Elle enseigne depuis 18 ans également la réglementation d'urbanisme au niveau universitaire, en plus d'offrir plusieurs formations dans le domaine. Merci d'être avec nous, Hélène. Merci, bonjour. Jocelyn Gagnon, un peu plus loin, parce qu'on a des grandes tables en ces temps de COVID. Vous êtes loin. Jocelyn Gagnon, président et associé fondateur de Espace Stratégie, qu'il a fondé il y a 14 ans. Jocelyn possède une expérience de 40 ans en développement économique, en accompagnement d'organisations et en planification stratégique. Jocelyn est détenteur d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Il a également travaillé auprès de plusieurs grandes organisations. Je pense à Statistique Canada, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Fonds de solidarité de la FTQ et Développement économique Longueuil notamment. Merci, Jocelyn, d'être avec nous. Bonjour. Et à ma droite, Richard Chirmur, géographe, urbaniste, directeur de l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Il a été auparavant expert en immobilier d'entreprise. Richard s'intéresse au développement des villes et des régions, à la localisation des activités économiques et à l'innovation. Richard vient d'ailleurs de publier un rapport sur le centre-ville de Montréal et la COVID-19. Il est co-auteur du livre « L'innovation municipale ». Merci beaucoup, Richard, d'être avec nous. Enchanté. D'ailleurs, je vais y aller peut-être avec la première question pour vous, Richard. D'ailleurs, si vous avez chez vous des questions pour nos panélistes, gardez-les pour la fin. On a une période de questions de quelques minutes, donc notez-le. On va pouvoir y revenir. On pourra en direct se parler. Entre-temps, je vais faire une discussion avec mes panélistes d'une trentaine de minutes. L'objectif, évidemment, de cet atelier-là, c'est de mieux comprendre l'impact de la pandémie sur l'aménagement de nos villes, mais aussi sur les besoins des résidents, des travailleurs, et comment on peut s'adapter dans les municipalités à ces nouveaux besoins-là. Et c'est pour ça que je veux commencer avec vous, Richard, parce que, bon, je viens de le dire, vous avez fait une étude sur le centre-ville de Montréal, donc la mobilité des employés, le télétravail, et c'est beaucoup une question qu'on se pose. Est-ce que lorsque la pandémie va ralentir, est-ce que c'est une tendance qui est là pour rester? Est-ce que les gens vont continuer de travailler à la maison ou est-ce qu'il va y avoir inévitablement un retour au bureau? Parce que ça peut faire une grande différence sur la manière dont les municipalités vont gérer leur aménagement. Effectivement. Alors moi, je pense qu'il y aura un retour au bureau, mais pas tout à fait comme avant. C'est-à-dire que les gens vont continuer à travailler 1 ou 2 journées chez eux et ensuite ils vont revenir au bureau. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on voyait ça se poindre avant la pandémie. Donc ce n'est pas nouveau, la pandémie a accéléré ce processus, mais déjà avant, beaucoup d'entreprises mettaient en place le flexi-travail, pas mal de personnes travaillaient chez eux une journée semaine. Donc il y aura un changement, mais peut-être moins grand qu'on pense, parce que le changement était déjà enclenché avant la pandémie. Donc des villes, par exemple, je pense à des villes de banlieue, périphérie par exemple du centre-ville, qui voient leurs travailleurs
être à la maison toute la journée, vouloir aller chercher quelque chose à manger en plein milieu de la journée alors que les restaurants habituellement n'avaient pas de service le midi ou presque. Est-ce que les villes doivent s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de ces travailleurs-là qui restent? Vous dites 1 ou 2 journées. Est-ce que c'est assez pour changer l'aménagement du territoire? Ça changera un peu, Okay. dans la mesure où ça peut doubler le temps que les gens passent à la maison. Si c'était une journée semaine, ils en passent 2. Donc ça va avoir un effet sur ces municipalités de banlieue, mais un effet proportionnellement moins grand sur le centre-ville. Mais c'est vrai qu'il y aura des sous-centres, je pense, où les gens vont vouloir sortir, se restaurer, utiliser le Wi-Fi dans des cafés en banlieue, plus qu'avant. Donc ça, il faudra penser à ça. Jocelyn, les municipalités peuvent innover pour justement répondre aux besoins de ces travailleurs-là qui vont être davantage à la maison. Lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer ce panel, vous parliez même d'une 4e révolution industrielle, qui serait la révolution numérique. Oui. Et qu'il fallait que les villes soient prêtes à ces changements-là. Dans quelle mesure les enjeux actuels, là, à moyen et long terme, sont urgents pour les municipalités? À quel point ils doivent modifier quelque chose dans leur manière de voir les travailleurs sur leur territoire? C'est un très bon point. Écoute, j'écoutais une conférence, un webinaire de Mme Leroux récemment, puis qui disait qu'une crise, c'est un accélérateur de tendance. Puis c'est ce que Richard nous mentionnait il y a quelques instants. La transformation numérique de notre société, de nos organisations, de nos entreprises était déjà enclenchée. Puis ce qu'on vit, c'est une accélération de ça. Donc, d'un point de vue, je vais parler aussi d'un point de vue beaucoup du développeur économique, cette transformation-là s'est accélérée. Ça fait que nos villes doivent suivre le pas. J'entendais tantôt M. Legault dans la conférence d'ouverture qui prenait un peu la mesure là, de son engagement par rapport à avoir une connexion Internet haute vitesse dans tous nos environnements d'ici l'an prochain. C'est fondamental. On doit avoir ces accès-là. On le voit là, en temps de pandémie, là, pas d'Internet, on se demande comment on aurait survécu. Mais quand on parle d'Internet, là, je sais que dans des grandes villes encore, il y a des entreprises qui disent qu'ils ont de la difficulté à avoir accès à de la bande passante là, de qualité forte. C'est pas tout d'avoir Internet. Il faut aussi que ça soit d'une qualité où on peut travailler à la maison, où on peut avoir donc l'école à distance parfois. Oui. Donc, ça prend une belle qualité, là. Oui, mais l'environnement numérique, là, aujourd'hui, effectivement, là, c'est des échanges de données à des volumes incroyables. On le voit là, quand on est plusieurs à faire des conférences Zoom à la maison, mais du côté des entreprises, c'est des machines intelligentes, c'est des machines numériques, c'est des échanges de données. Donc, la transformation numérique de nos milieux de vie, de nos organisations, c'était une tendance de fond. C'est la 4e révolution industrielle. Elle s'est juste accélérée là, dans le cadre de la pandémie actuelle. Nos milieux de vie aussi doivent s'adapter. Ça veut dire que quand on parle de crise, on parle d'opportunité. Ça veut dire que l'opportunité qu'on a pour toutes les municipalités au Québec, c'est de dire qu'avec un milieu de vie qui est florissant, qui est agréable, qui est accueillant, il n'y a aucune raison pour qu'on ne peut pas accueillir n'importe quel type d'entreprise aujourd'hui, de la nouvelle économie, de technologie ou autre, n'importe où au Québec. Même dans les régions ressources, là, ce que vous dites, c'est qu'il y a bien des endroits où on se concevait comme étant un peu excentré, donc plus rural, avec les régions ressources. Vous dites, bien là, on peut installer des entreprises d'autres technologies dans ces endroits-là. N'importe où maintenant. On a accès au savoir n'importe où. On a accès aux technologies n'importe où. Et dans le fond, tout ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de pouvoir accueillir ces gens-là pour leur donner un milieu de vie adéquat puis en conséquence de leurs besoins. Par exemple, si vous donniez un exemple, qu'est-ce qu'on pourrait aménager dans les municipalités ou les villes pour justement peut-être attirer ces entreprises-là qui, avant, s'installaient dans le centre-ville de Montréal ou dans le sud-ouest parce qu'il y avait cette tendance. Là, ils peuvent s'installer à Rivière-du-Loup, peuvent s'installer à Harford, peuvent s'installer dans les Laurentides. Comment on fait pour les attirer, ces entreprises-là? Bien, la première chose que ça prend, c'est que ça prend un environnement numérique stable et de haute performance. Après ça, on peut mettre en place toutes sortes de mesures, comme par exemple installer des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux de travail qui sont en dehors de la maison, des espaces partagés, des co-travail. Il y a toutes sortes d'initiatives qu'on peut prendre pour aménager des espaces qui permettent aux gens de pouvoir se regrouper, travailler, aussi nourrir ce qu'on appelle l'écosystème, pouvoir permettre les échanges. Mais on peut faire ça n'importe où maintenant. Donc, à la fois, on a du télétravail, accès au savoir de la distance. En même temps, on crée un aspect de communauté. Alors, c'est un peu un mélange de tout ça qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ces choses-là, on peut les mettre maintenant en pratique puis les installer n'importe où. Oui, parce que c'est pas parce qu'on parle de télétravail que tout le monde a le goût de rester à la maison en pyjama toute la journée. Là. Il y en a beaucoup qui vont effectivement devoir se regrouper, ne serait-ce que pour faire des rencontres avec les collègues, la créativité, quitte à retourner éventuellement chacun chez soi pour exécuter le travail. Mais ça va prendre des espaces donc tiers, peut-être à la journée ou des locations à plus courte échéance pour qu'on puisse se rencontrer. Hélène, vous avez travaillé beaucoup avec les municipalités. Est-ce que,
actuellement, les municipalités utilisent à bon escient toute la panoplie peut-être d'outils qui est à leur disposition pour justement satisfaire ces travailleurs-là qui maintenant se demandent s'ils vont travailler plus de la maison ou alors attirer des entreprises qu'on ne pensait pas pouvoir attirer jusqu'à présent. Est-ce que les municipalités sont conscientes de ce qu'elles peuvent faire? Je dirais qu'il y a peut-être deux volets à votre question, en ce sens que la réponse va varier selon la taille de la municipalité puis sa vocation première. C'est-à-dire qu'il y a une boîte en outils en aménagement et en urbanisme qui est très, très vaste, qui est hyper intéressante et je pense qu'il offre des opportunités pour à peu près tous les maux. On va pouvoir y amener un bon remède. Surtout, les lois ont été modifiées récemment. Ça nous apporte aussi d'autres mesures en termes de développement économique. Le défi maintenant, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment et pour le bon problème. Et souvent, on nous consulte. Ah, nous, on aimerait mettre en place telle activité, telle programmation ou tel projet pour encourager nos commerçants. On souhaiterait venir autoriser certains usages pour dynamiser un secteur. Et là, à force de parler avec la municipalité, on se rend compte, en fait, c'est pas du tout de ça qu'ils ont besoin. Donc, des fois, c'est vraiment de prendre un pas de recul et de réfléchir et mettre, en fait, vraiment identifier le bon problème, je dirais, pour avoir la bonne solution. Mais globalement, et c'est intéressant, hier, en me préparant, je regardais une enquête qui a été faite par le ministère des Affaires municipales en 2019 qui nous donnait un petit peu le portrait de l'utilisation des outils auprès des municipalités. Et un des outils qui, je pense, qui va être assez important dans les prochaines années, surtout pour comment se relever 2025 et plus, ça va être notamment tout ce qui est la planification particulière en matière d'urbanisme. Et actuellement, ou en 2019, lors de l'enquête, auprès de 1000 municipalités, autour de 550 répondants, on nous disait qu'il y avait 14 % des municipalités qui l'utilisaient. Donc, répondre à votre question, est-ce que les municipalités peuvent en faire plus, mieux, différent? Je pense que oui, puis ce chiffre-là, je le trouvais assez parlant. Et surtout, aujourd'hui, force est de constater que les municipalités ne pourront pas demeurer sur le statu quo. Hein? Il y a un effet. L'effet va être important, va être très important dans certains cas. Certains gagneront, certains perdront. Mais visiblement, la municipalité va devoir aller utiliser ces outils qu'elle dispose. Oui, pour reprendre l'analogie de Jocelyne tout à l'heure, la 4e révolution numérique, ou bien on l'embrasse ou on passe tout droit. Il n'y aura pas de demi-mesure. Là. Ça va être un ou l'autre. Est-ce que les plus petites municipalités ont des défis qui sont différents ou peut-être plus grands que les grandes municipalités? Parce que, bon, dans une grande ville, on a des ressources, on a souvent une administration publique, on a toutes sortes d'experts vers qui on peut se tourner. Mais une petite municipalité qui n'est pas habituée à avoir, par exemple, un aménagement nouveau, à créer les tiers endroits pour les créateurs, à attirer les jeunes familles, là, ils se retrouvent un peu déstabilisés. C'est quoi le défi pour les plus petites municipalités? Je vous dirais qu'il y en a plusieurs. Puis je vous dirais aussi qu'il y en a aussi pour les grandes villes, mais les petites villes actuellement ont vu au cours des dernières années un mouvement, un déplacement. Beaucoup ont retourné en région, beaucoup ont réouvert des entreprises et se sont établis en région et voient un effet ou un engouement pour la petite municipalité, le petit milieu et pouvoir venir s'y établir. Aujourd'hui, je vous dirais, au-delà, et même, la fiscalité municipale demeure, là, ça c'est sûr. Elle va s'accroître. Pourquoi? Les municipalités qui reçoivent actuellement un boom ou un achalandage super intéressant, il y a une croissance, et là, on parle des fois des croissances de 50 et 100 %. Écoutez, c'est sûr, si on était 1000 citoyens et demain matin, il y a 30, 40, 50 nouvelles familles qui arrivent, c'est majeur. Ou on choisit cette petite municipalité comme lieu principal de résidence versus que notre pied-à-terre à l'origine était à Montréal, ça change. Alors, l'impact et le défi va être sur le niveau de service, la croissance et après ça, l'attente. Une fois qu'on demeure dans un milieu, on va vouloir s'attendre aussi à avoir des services additionnels, des commerces, etc., etc. Ouais. Donc, la pression sur les services municipaux va être beaucoup plus grande pour celles-ci qui, en même temps, vont devoir travailler avec les mêmes autres défis en termes d'aménagement du territoire, en termes de solutions pour les usages, les activités, etc. Donc, je vous dirais, celles qui gagnent actuellement, parce qu'elles sont populaires de par leurs grands espaces ou de par leur attractivité, vont avoir un défi peut-être additionnel aussi en termes de gestion des finances publiques, de services et de pression à terme. Richard, est-ce qu'il n'y a pas un... Puis, je vous laisse répondre à ça, mais je me demandais juste pour aller dans la foulée de ce qu'Hélène disait, est-ce qu'il n'y a pas des attentes plus grandes envers les municipalités de moyenne taille? Je pense, par exemple, si on est installé à Montréal, on a des grandes attentes. On s'attend à ce qu'il y ait des services. Si on déménage ou qu'on amène notre entreprise de haute technologie dans une plus petite ville, bien, on sait qu'il n'y aura pas nécessairement les mêmes services. Mais une ville de taille moyenne,
on s'attend à ce qu'il y ait l'aréna, puis à ce qu'il y ait le café du coin, mais en même temps, ces villes-là ne sont pas toujours équipées pour faire satisfaire ces nouveaux résidents-là. Effectivement, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Toutes les municipalités ne vont pas pouvoir en profiter. Il y en a certaines qui sont déjà attractives, qui sont déjà dans peut-être des lieux de villégiature ou qui sont proches de parcs naturels, qui vont peut-être pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais il y a beaucoup de petites municipalités qui sont à vocation agricole ou industrielle ou forestière, finalement, pour lesquelles les choses ne vont pas énormément changer. Donc je pense que les municipalités qui sont en forte croissance en ce moment sont très ciblées. C'est des exemples qu'on montre et qui sont véritables. Et ces municipalités doivent gérer ça. Mais il y en a beaucoup pour lesquelles pas beaucoup a changé. Et par contre, les villes moyennes peuvent, à la rigueur, ils ont la masse de population nécessaire pour peut-être offrir certains de ces services, notamment, Mme Doyon en parlait de santé et d'école, parce que lorsqu'on déménage, on veut aussi que nos enfants aillent à l'école, et pas que au primaire, ça va être le secondaire, les cégeps. Pour la santé, on veut un hôpital quand même de taille assez grande pour que s'il y a une urgence, on puisse y aller. Et tout ça, ce sont des problèmes qui sont là bien avant la Covid, on s'entend. Ouais. Et donc, il ne faut pas trop extrapoler sur les exemples. Ces exemples sont importants. Les municipalités qui bénéficient de ces déménagements doivent les gérer et c'est compliqué. Mais beaucoup de municipalités ne vont pas voir énormément de changements. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même là une transformation, mais qui ne sera pas de la même échelle ou de la même ampleur pour chacune de ces municipalités-là. C'est ça. Exactement. Jocelyn, est-ce qu'il n'y a pas... Parce que là, on parle des municipalités qui doivent s'adapter. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir davantage, par exemple, de collaboration entre les villes limitrophes? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tous avoir un aréna, un hôpital, une artère principale dynamique. À un moment donné, ça coûte de l'argent, là, puis les municipalités sont coincées aussi. Ils ne peuvent pas augmenter les impôts fonciers de manière inconsidérée. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir, plutôt que de se chicaner puis d'attirer des entreprises, trouver une manière de collaborer davantage dans certaines régions? C'est fondamental, c'est tout à fait. Je dirais que l'approche collaborative, c'est une approche qu'on voit de plus en plus là, depuis une dizaine d'années et qui va devoir s'accélérer. C'est-à-dire qu'on parle des petites ou des moyennes municipalités. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire qu'on offre tous les services, là, à part les grandes municipalités. Et l'approche collaborative, l'approche en réseau, l'approche en écosystème devient plus importante encore que jamais. C'est-à-dire que plutôt que de voir notre voisin ou quand on est une petite municipalité, de voir la ville-centre comme celle qui draine toutes les ressources, puis nous, il ne nous reste rien. Puis là, on voit ces conflits-là dans beaucoup d'MRC. On se regarde un peu en chien de faïence, puis on se dit « Ouais, mais là, tout va pour eux autres, rien pour moi. » Puis moi, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que les gens là, qui restent un peu sur leur garde, bien, ils restent sur les lignes de côté. Puis ils ne suivent pas le rythme de l'évolution de l'ensemble du milieu de vie. Puis, dans le fond, si on regarde, là, on est dans une économie mondiale encore aujourd'hui. On est en concurrence. Ce qu'on ne se rend pas compte, là, c'est que nos concurrents, là, ce n'est pas nos voisins. C'est des gens qu'on ne connaît pas là, dans un autre continent, ailleurs. Ce qui fait que si on continue à regarder notre voisin, de dire, bien là, lui, il est en compétition. Moi, là, tel investissement, j'aimerais ça qu'il vienne chez nous. J'aimerais ça que telle famille s'installe chez nous, pas chez eux. Ça ne peut plus fonctionner, là. Parce que notre compétition, ce n'est pas le voisin d'à côté. La compétition est globale et mondiale. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre en place ces collaborations-là. Il faut changer nos pensées. Moi, j'ai vu là, récemment, j'ai fait le plan stratégique d'une toute petite municipalité. Là. On parle de 500 habitants. OK. Puis, dans leur plan stratégique, ils ont dit, nommément, là, collaboration avec nos voisins. C'est-à-dire qu'ils ont dit, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on arrête de regarder, nous autres, la petite ville-centre puis le canton qui est autour là, comme étant des gens qui viennent drainer nos ressources. Il faut absolument qu'on échange, il faut qu'on collabore, il faut qu'on partage les choses. C'est quelque chose qu'on voyait déjà, mais c'est quelque chose qui, évidemment, là, doit s'accélérer. Je voudrais dire un autre mot aussi, reprendre un peu dans la foulée de ce qui vient de se dire. On surestime beaucoup les changements à court terme. Là, on a parlé du télétravail. Richard, il a fait allusion tantôt. Attention, là, ça ne reviendra pas comme avant, mais ça ne sera pas juste du télétravail. Alors, je prends ce phénomène-là, mais vous pouvez l'appliquer à beaucoup de phénomènes. On surestime toujours les changements à court terme. Tout va changer, le commerce électronique, là, dans le commerce de détail. Mais, par contre, on les sous-estime à long terme. Il y a des trames de fond qui sont là. Puis ça a été bien exprimé tantôt. Hein. On a dit qu'il n'y aura pas un retour à avant comme c'était. Il va y avoir un retour à quelque chose qui continue l'évolution qu'on avait amorcée avant. Donc, ça ne sera pas le avant ni le aujourd'hui, ça va être quelque chose entre les deux.
D'où l'importance, je dirais, là, pour conclure sur un peu cette idée-là. J'ai écouté beaucoup de webinaires en début de crise, là, de témoignages de personnes là, qui étaient des grands bâtisseurs là, de notre économie, puis qu'on leur demandait, c'est quoi ta recette? Comment tu as fait? Puis ils disaient, bien écoute, c'est pas compliqué, j'avais un plan. Puis après ça, mon plan, là, je l'ai rajouté tous les jours. Là. À un moment donné, là, en gestion de crise, là, tous les jours, je regarde mon plan, ce qui est valide ou pas. C'est la même chose du côté municipal. On a réagi, il fallait le faire. On était dans l'urgence, il fallait le faire. On a vu que nos gouvernements, je pense que ça a été bien géré dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est le temps de s'asseoir puis de regarder c'est quoi le futur, c'est quoi l'avenir, c'est quoi notre vision de développement, où on s'en va avec nos opportunités qu'on a, puis se donner maintenant des outils, un plan, puis regarder comment on va pouvoir y arriver. Moi, je suis de ceux, peut-être rares dans la vie, qui aiment bien les plans stratégiques. Ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé aussi à quel point on les suivait peu une fois qu'ils ont été adoptés. Donc, si je vous comprends bien, on prend le plan stratégique d'une municipalité qui aurait été fait avant 2020, on jette ça et on recommence. On se fixe des nouveaux objectifs parce que le long terme est aussi important que le court terme. Si on se met à bâtir sur le plan stratégique de 2018-2019, on n'y arrivera pas. Mais en même temps, il faut se faire un nouveau plan. C'est ce que je comprends de votre intervention. Oui, puis il y a un élément qui a changé. Là. Vous dites, même dans la notion de plan stratégique, on voit beaucoup d'intérêt de la part des citoyens, de s'impliquer. La participation citoyenne. On était dans une des 10 plus grandes villes au Québec, puis on avait planifié faire une consultation citoyenne sur leur nouveau plan stratégique. Puis on prévoyait avoir entre 50 et 100 personnes par soirée. Finalement, on est allé, là est arrivée la pandémie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On est allé dans un mode numérique, on est allé en Facebook Live. Je pense qu'on a multiplié par 15, un facteur de 15 ou 20, l'audience qu'on s'attendait à avoir. Quand même. Alors, l'intérêt est là. Ça veut dire que la technologie, le numérique, le virtuel, nous a ouvert la possibilité d'avoir une meilleure communication avec nos citoyens. Les citoyens voulaient s'impliquer, voulaient avoir leur mot à dire en développement économique, ce qui est assez nouveau, là. Ouais. En développement économique, on disait, bien écoute, c'est l'affaire des entreprises, du CLD un peu, là, ça allait éclater beaucoup aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les citoyens veulent être impliqués. Donc, on voit maintenant dans une notion de planif stratégique plus globale, je pense que le facteur qui est nouveau, c'est l'implication citoyenne, la consultation qui va être accrue par rapport à ce qu'on avait avant. Oui, puis le palier municipal, c'est la proximité avec les gens. Je ne suis pas étonné que les gens veuillent participer. Ça les touche directement. C'est très, très près de leur vie quotidienne. Hélène, je voulais vous poser une question. Vous êtes assez opérationnelle dans la manière dont vous travaillez. Vous donnez des conseils directement aux municipalités. Si vous aviez à leur donner un ou deux conseils sur comment revitaliser, par exemple, une artère commerciale ou leur rue principale, bien, je ne vous dis pas de leur faire là tous les conseils, là, mais si vous aviez un ou deux trucs à leur donner, parce que là, ils se disent, bon, bien, on a besoin d'attirer des gens, le petit café, le restaurant, les commerces de proximité, pour pas qu'il y ait besoin nécessairement de se déplacer trop loin. Mais par où on commence là, quand on est une municipalité puis qu'on veut revamper un peu son artère principale? Bien, la première des choses, comme je mentionnais tout à l'heure, d'aller utiliser des outils et de réfléchir. Réfléchir, c'est planifier. Vous aimez la planification stratégique. En urbanisme, on a des outils il y en a certains qui sont obligatoires et d'autres sont optionnels. Bien, utilisez-les. Alors, actuellement, dans le fond, juste de pouvoir mettre en place les conditions gagnantes, la revitalisation, c'est synonyme de patience et d'énergie. Il faut être patient parce que les résultats viennent à long terme. Les gestes qu'on vous allez poser aujourd'hui, des fois, c'est juste de refaire les trottoirs, de rembellir notre ville, de donner un coup de pouce avec nos commerçants, les vitrines, les enseignes, de créer de l'animation. Bien, les effets de ça sont à moyen et long terme. Donc, je vous dirais, allez-y dès maintenant, parce que je pense que le contexte l'impose, mais soyez patient quant aux résultats et mettez en place des stratégies, vraiment une stratégie à long terme, en ce sens que de soutenir le projet. Et il ne faut pas donner un coup, une année, bon, regardez, cette année, on a fait telle action, et là, on se croise les bras et on attend. Ça n'arrive pas tout seul. Ça n'arrivera pas. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Il faut travailler autant sur le physique, sur l'économique, avec les commerçants, avec les citoyens, autant aussi avec le volet habitation que travail. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui font que, OK, on a les clés du succès d'une belle revitalisation. Si, il nous reste à peu près 5 minutes avant la période de questions, donc si vous avez des questions, commencez à y penser. Si vous aviez, je vais faire un tour de table, si vous aviez à choisir une condition ou une mesure ou quelque chose en particulier que les municipalités devraient mettre en place pour favoriser le succès de leur relance post-pandémie, est-ce que vous aviez, par où on commence? Là, je vous parlais des artères commerciales, mais est-ce que vous dites à ça, pensez-y, c'est ça qui va vous aider à favoriser votre relance? Richard? Bon, d'abord,
La coopération avec d'autres municipalités, je suis d'accord, mais ça a déjà été dit. Moi, je pense qu'il faut revitaliser les centres-villes ou les centres de village, mais en tenant bien compte des changements qui ont lieu, parce qu'il y a des grands changements dans le commerce qui étaient, là encore, bien en place avant, mais qui ont vraiment été accélérés. Et je pense que ces changements vont être beaucoup plus grands que dans les bureaux. Comment revitaliser un centre-ville maintenant qu'il y a toute la compétition avec le commerce en ligne, toute la variété qu'on peut avoir maintenant des commerces à distance. Donc on se tourne vers l'expérientiel, mais même dans des plus petites villes et des villages. L'expérientiel, on pense que c'est que le centre-ville de Montréal, mais en fait, ça va être aussi dans les plus petites villes et les villages. Comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas. Mais réfléchir à ça pour revitaliser les centres. Ne pas prendre des solutions du passé pour régler les problèmes actuels. C'est qu'on ne va pas avoir un retour au passé, surtout dans le commerce et surtout dans les rues commerçantes. Commerce de détail, entre autres, oui. Jocelyn, par où on devrait commencer quand on est une municipalité là, pour favoriser la relance? Je vais aller à la base, s'assurer qu'on a les infrastructures numériques performantes. Parce qu'avec ça, tout le reste va pouvoir découler. Vraiment, la base, là, si on veut parler de la base, s'assurer que est-ce que j'ai accès à l'Internet, là, on va dire là, vraiment du débit là, assez fort, de la haute vitesse, là, mais dans la définition de ce que c'est vraiment de la haute ou de la très haute vitesse, s'assurer qu'on a déjà mis en place nos infrastructures numériques. On va être capable de construire à partir du reste, là, puis tout ce qu'on a déjà dit, là, je ne veux pas le répéter, là, mais à la base, s'assurer qu'on a ça. Oui, puis là, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral ont mis beaucoup d'argent là, pour connecter les endroits qui ne le sont pas encore. Donc, il y a des programmes en place ou qui s'en viennent. Il faut en profiter, c'est le temps. Là. C'est ça. Bon, je vous la repose, Hélène, pour terminer le tour de table. Par où on commence, mis à part ce que vous avez déjà dit? Alors, je vous dirais, en fait, la volonté. La volonté municipale, ce sont nos élus, en fait, qui vont venir faire les choix et prendre la décision. Go, on y va, on démarre la machine et on passe à la revitalisation. Et la revitalisation, va falloir, s'adapter, innover, recréer, puis offrir une expérience client. Les gens veulent avoir quelque chose dans lequel ils vont se sentir bien dans plusieurs sphères de leur vie. Donc, c'est vraiment... Et chacune des solutions sont tous différentes. On a tous des centres-villes, des municipalités qui sont différentes au Québec. Ils ont un point en commun, toutefois. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a, à court terme, il y a plein de petites actions qu'on a énumérées. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans le guide qui va être publié par l'UMQ sur la vitalité commerciale. Il va être disponible, je pense, dans les prochains jours. Alors, ça va être super intéressant de voir, justement, c'est pour susciter les actions. On a la période de questions. Si jamais vous en avez, vous avez le bouton « Prendre la parole » qui devrait être dans votre écran quelque part en haut à droite. N'hésitez pas, là, vous avez 3 experts ici qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous répondre à une question précise. On a quelques minutes là, pour vous, alors n'hésitez pas. Moi, je peux continuer à parler, j'ai plein de questions, mais si vous en avez à la maison ou au bureau, n'hésitez pas, venez me poser une question en direct. Nos panélistes vont faire un plaisir de répondre. Oui, Jocelyn, excuse-moi. Je ne voulais pas t'interrompre. Non, excuse-moi. Peut-être en attendant, juste mentionner des tendances de fond. Je vais continuer. En développement économique, on voit apparaître une transformation aussi du développement économique, dans le sens que, tu sais, on a parlé de concertation tantôt, là, mais le travail en réseau avec l'écosystème est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de pas seulement faire du développement économique, s'assurer que nos entreprises, nos commerces, etc., vont bien, mais travailler les synergies, travailler les écosystèmes. Et une nouvelle tendance qu'on appelle, nous, chez nous, le développement économique 4.0, c'est la notion de créateur d'opportunités, où on va encore une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on va générer des opportunités dans l'écosystème. On l'a vu là, timidement avec la COVID, on essaie d'approcher les entreprises. « Hey, tu pourrais-tu faire telle chose? Pourrais-tu faire telle chose? » Il y a une transformation aussi de nos chaînes d'approvisionnement qu'on vit. Donc, il y a un bouleversement un peu dans l'écosystème. Mais je pense aussi au projet là, de symbiose industrielle. C'est-à-dire qu'on prend les déchets d'une entreprise puis on dit « Hey, ça pourrait servir d'intrant ». Souvent, on va voir des entreprises qui n'ont aucune idée qu'ils pourraient avoir cette opportunité-là. C'est qu'on crée l'opportunité. Donc, des choses à mettre en place, nouvelles, les nouvelles tendances qu'on observe, on va encore une étape plus loin. Je peux vous me permettre ce commentaire-là en attendant les questions. Là. Non, absolument. On me dit qu'il y a une question écrite, c'est juste que je ne la vois pas pour l'instant, donc je ne peux pas vous la lire, mais vas-y, Richard. Moi, je vais faire un petit commentaire aussi, juste sur, on parle de 2025, donc des 4 prochaines années. Ce qu'on va peut-être sous-estimer, ce sont les chamboulements macroéconomiques, c'est-à-dire il va y avoir, est-ce qu'il y aura de l'inflation, quels vont être le niveau des finances de l'État, les fluctuations de valeur immobilière. On sait qu'en ce moment, et puis les taxes municipales, enfin les revenus des municipalités dépendent de la valeur immobilière. Il va y avoir beaucoup de ces genres de chamboulements dans les 3-4 années à venir qui sont vraiment imprévisibles, mais je pense que les municipalités doivent être prêtes à ça, tout en tenant compte de ces lames de fond qu'on vient aussi de décrire. Question terre à terre, peut-être qu'Hélène d'ailleurs va vouloir y répondre, mais
Question qui nous vient de Annie Veillette qui demande, comme ville, on a beaucoup parlé des infrastructures numériques depuis tantôt, bien, on fait ça comment, améliorer nos infrastructures numériques? Oui, il y a les programmes du gouvernement, je le disais, oui. La connectivité, mais après ça, on fait comment? Là? Bien, en fait, je laisserai mon collègue Jocelyn lui répondre à cette question-là, mais c'est sûr que la municipalité doit être bien dotée, puis il va avoir le défi du 5G à terme aussi, oui, puis il va créer un tout autre, je dirais, défi d'intégration au paysage, mais c'est un besoin qui est réel. Je laisserai Jocelyn répondre à cette question-là. Écoute, très rapidement, il y a d'abord les infrastructures de base, là, numériques, là, on s'entend. Après ça, il y a tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les notions de ville intelligente, c'est-à-dire comment je mets en place des systèmes de collecte de données, de partage de données. On va parler d'intelligence artificielle. Les gens pensent que c'est de la science-fiction, mais l'économie mondiale est en train de s'ajuster sur les notions d'intelligence artificielle. On doit intégrer ces principes-là, comprendre ce que c'est, parce que moi, j'ai l'impression, souvent, là, on parle martien quand on parle d'intelligence artificielle. Fait que là, il faut réapproprier rapidement ces termes-là, parce que déjà, ce que j'entends, moi, dans les signaux ailleurs, là, quand j'entends des conférences de haut niveau, c'est qu'on va se faire dépasser. Là. Parce que c'est pas la réalité, c'est pas demain, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, tous nos systèmes logiciels d'intelligence derrière, l'intelligence qu'on met à servir nos citoyens, la transformation numérique, c'est ça aussi. C'est tous les systèmes qu'on met en place. On a une question en direct de Bécomo. Ça, c'est la beauté de la connexion longue distance. Yves Montigny, allez-y avec votre question. Alors, bonjour. Vraiment, ma question est en lien avec tous les enjeux que vous avez nommés. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, absolument. Parfait. Alors, vous avez parlé d'enjeux importants en lien avec les centres-villes, la vitalisation des secteurs de centre-ville. On table sur différents projets à Bécomo. On a perdu des entreprises dans le centre-ville pour se diriger vers les endroits où les gens vont naturellement. On pense par exemple centre d'achat voisin d'une épicerie. Et on se dit, est-ce qu'on travaille à amener les gens à retourner dans le centre-ville pour créer un milieu de vie vivant? Aussi, on regarde, comment je dirais, l'élan naturel des citoyens qui vont à l'épicerie de toute façon, puis qu'on crée quelque chose de nouveau autour des épiceries. Alors, je vous donne cette question-là qui semble un peu bête. Ah non, elle est très bonne. Est-ce qu'on génère un milieu de vie dans le centre-ville ou si on suit l'élan naturel de la population? Richard ou Hélène? Bien, écoutez, moi, j'irais peut-être en remettant en place l'évolution de nos centres-villes et des espaces commerciaux. À l'origine, c'était la rue commerciale traditionnelle. Ça s'est transformé graduellement en ce qu'on appelle les strips commerciales, un regroupement sans toit couvert. Ensuite de ça est apparu le centre commercial. Ensuite de ça, la grande surface. La grande surface s'est ensuite modulée commence à intégrer de l'habitation. À la fois, le centre commercial commence à recréer une rue commerciale. La rue commerciale a repris du galon. Et là, j'ai passé, en fait, l'histoire entre les années 50 à aujourd'hui. Alors, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? On a des petits commerçants qui ont eu une difficulté. On a eu des fois des grands joueurs qui se sont déplacés sur je dirais plus l'espace commercial, plus de transit ou artériel. Le défi des municipalités, je dirais, M. Montigny, c'est la suivante. C'est à vous aussi à conditionner, à gérer la distribution des usages et leur complémentarité. La complémentarité, ce n'est pas nécessairement un synonyme de concurrence. Chaque espace peut offrir quelque chose qui est différent, mais c'est sûr que cette solution-là ne s'adapte pas dans tous les cas parce qu'il va y avoir aussi un bassin pour pouvoir le faire. Moi, je vous dirais, au-delà de laisser aller les gens vers où ils vont naturellement, c'est d'essayer de créer des opportunités et des occasions parce que vider un cœur d'une ville aura une conséquence majeure à long terme. Maintenant, pour votre centre-ville, c'est aussi de venir réintroduire des usages qu'on a vus, on a peut-être tassés volontairement, qui n'étaient peut-être pas des bons choix, l'habitation. L'habitation a été beaucoup tassée de nos centres-villes dans les dernières années. Et là, aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont sortis du centre-ville. On veut qu'ils reviennent, mais ils vont être là 2 jours, 3 jours. Il va falloir compenser aussi si on peut faire vivre un minimum d'un moteur économique. Donc, il n'y a pas d'une solution simple. Non. Il y en a plusieurs, mais visiblement, je pense que la municipalité a un rôle à jouer. Richard, rapidement. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis tout à fait d'accord. Oui. Parce qu'effectivement, déstructurer une ville, c'est pas non plus à long terme nécessairement très porteur. C'est-à-dire
les gens, en les canalisant, si je puis dire, vers un endroit, ça crée aussi un effet d'entraînement pour d'autres de venir s'installer. Si on laisse tout le monde se déstructurer, Tout à fait. à un moment donné, ça fait un peu plus difficile de canaliser tout le monde au même endroit. Bien, écoutez, merci beaucoup. Ça a passé extrêmement rapidement. Oui. Malheureusement, on n'a déjà plus de temps. Je suis certain qu'on va continuer à parler dans les coulisses ici parce que c'était fort intéressant. Merci beaucoup à vous trois. Hélène Doyon, Jocelyn Gagnon, Richard Chirmure, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous dirais en terminant qu'il faut être prêt à la normale, probablement, hein, parce que ça ne reviendra pas tout à fait à ce que c'était. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer nos transformations. La force d'inertie de l'humain est quelque chose de bien documenté aussi. Alors, d'être attentif pour les municipalités, d'être attentive aux petits signes, de tranquillement être capable de voir là où on peut avoir un impact réel et concret. Puis de commencer à y penser tout de suite, parce que j'ai retenu ça de Jocelyn, là. Ou bien on passe tout droit de la quatrième révolution où on se prépare tout de suite. Là. Alors, commencez à y penser tout de suite à vos transformations. Votre ancien plan stratégique, on recommence puis on en refait un nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse pour l'atelier suivant. Ça a été un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.